On est toujours ensemble sur Média TV, merci de nous rester fidèles. Cela fait 2 ans que le président Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo. 2 ans de gouvernance en coalition avec le camp de son prédécesseur. Une coalition qui a volé en éclats ces dernières semaines. Désormais, le président Tshisekedi fait feu de tout bois pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale autour de l'Union sacrée. Depuis, l'échiquier politique congolais est très agité. Pour en parler, je reçois depuis Kinshasa l'analyste politique et producteur associé du JT diplomatique RDC, Henri Désiré Nzozi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Henri Nzozi, au mois après la chute de Jeannine Mabunda, la désormais ex-présidente de l'Assemblée nationale, les députés ralliés à l'Union sacrée veulent le départ de Sylvestre Ilunga. Le Premier ministre proche de Kabila est visé par une motion de censure. Les députés doivent d'ailleurs se pencher sur la question aujourd'hui. Henri Nzozi, finalement, tout est allé trop vite avec cette motion de censure. Peut-on parler d'une nouvelle victoire de Félix Tshisekedi, notamment dans le bras de fer qui l'oppose à Joseph Kabila? On va dire que pour le moment, il s'agit de l'alignement des planètes pour le chef de l'État. Il est vrai que cette motion doit être examinée aujourd'hui, mardi 26 janvier. Il fallait pour cela qu'il y ait au minimum un quart des signatures des députés pour pouvoir initier cette motion. À l'heure actuelle, on est à plus ou moins 301, 302 signatures. On pourrait penser que les choses sont pliées, mais il va falloir attendre que l'examen de cette motion se fasse et que le Premier ministre en tire toutes les conséquences. Cela signifie très simplement qu'il peut soit anticiper en présentant la démission de son gouvernement ou tout simplement subir malheureusement cette motion qui n'est pas toujours, je dirais favorable à celui qui l'a subie. Alors du côté du camp opposé, on joue la carte du silence. Sylvestre Ilunga, le Premier ministre, s'est rendu à Lubumbashi dans la province au Katanga pour rencontrer l'ancien président Joseph Kabila. En ce moment, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Sont-ils en train de préparer la riposte? Alors, il y a 2 hypothèses de travail. La première, qui me semble la plus raisonnable, serait qu'effectivement, le Premier ministre aille voir l'autorité morale de son regroupement politique pour l'informer de son intention de démissionner, de manière à ce que, les choses reprennent leur place normalement, puisque le rapport de force à l'heure actuelle ne lui est pas du tout favorable. L'autre hypothèse, c'est que Joseph Kabila en s'entête et insiste pour que, éventuellement, ce qui serait contre-productif, que le Premier ministre fasse de la résistance, mais dans cette hypothèse-là, malheureusement, il pourrait s'exposer à la rigueur de la loi, c'est-à-dire à l'article 168 de la Constitution. Et il pourrait tout simplement, pour outrage au Parlement, être tout simplement déchu de ses fonctions. Alors, Félix Tshisekedi compte s'appuyer sur la coalition de l'Union sacrée pour, dit-il, mener à bien sa mission. Pour lui, les pro-Kabila lui mettaient les bâtons dans les roues. Le président Tshisekedi veut jeter donc les bases d'une gouvernance moins agitée, c'est ça? Oui, alors l'objectif évidemment c'est de pouvoir pour les 3 prochaines années compter sur une majorité des partenaires qui soient dans une même dynamique à la fois consensuelle et responsable, c'est-à-dire une gouvernance qui serait dépouillée de toute arrière-pensée politicienne et qui permettrait au chef de l'État de pouvoir mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Et pour ce faire, évidemment, il entend fédérer autour de lui les bonnes volontés, ces hommes et ces femmes qui, au-delà des clivages partisans, pourrait l'accompagner dans cette noble ambition, ce noble projet. Il va falloir évidemment faire la démonstration d'unité. Cela devrait normalement se faire pour la désignation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il faudrait, pour les 7 postes qui devront être pourvus, qu'il y ait un consensus afin de ne pas favoriser la dispersion des candidatures, ce qui pourrait porter préjudice à la dynamique qui est pour l'instant créée au sein de l'Union sacrée de la nation.
Et le président a d'ailleurs rencontré deux poids lourds, disons, de l'opposition, Jean-Pierre Bemba du mouvement de libération du Congo et Moïse Katumbi d'Ensemble pour la République. Il tente de négocier un nouvel accord. On s'achemine finalement vers une redistribution des cartes en République démocratique du Congo. Nous sommes dans le jeu classique, je dirais, de la politique. Si vous voulez effectivement fédérer, vous devez à la fois tenir compte des ambitions des uns et des autres, même si l'idée de partage de pouvoir est totalement réfutée par toutes celles et ceux qui ont décidé de donner une chance à cette union sacrée, mais il va néanmoins falloir tenir compte aussi de la représentation des uns et des autres pour ne pas prêter le flanc à la critique. Ce qui pourra, à mon sens, je dirais, garantir la survie de cette union sacrée, c'est la prise en compte rationnelle des enjeux actuels et la nécessité de pouvoir converger aux côtés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la mise en œuvre du programme pour lequel il a été élu. Hier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un Congolais. Il me disait au téléphone que ce sont les mêmes hommes, la même classe politique. Ils vont encore se partager le gâteau. Est-ce que vous partagez son avis? Écoutez, on va repartir vraisemblablement avec des figures connues. On puisse remettre les compteurs à zéro et que l'on puisse s'entrer dans une dynamique nouvelle. Maintenant, je pense que les hommes de qualité, les femmes de qualité ne manquent pas en République démocratique du Congo, et je pense qu'il va falloir que les Congolais fassent confiance au chef de l'État pour précisément trouver les personnes qui pourraient justement l'accompagner dans cette entreprise. Bien évidemment, les chefs de regroupement politique seront à la manœuvre, mais il leur appartiendra d'analyser, simplement en leur âme et conscience, l'opportunité ou pas pour eux d'y aller, ou tout simplement de faire émerger une autre génération de dirigeants qui, par leur jeunesse, par leur dynamisme, leur engagement, pourraient concrétiser cette vision exprimée du chef de l'État. Rouzizi, l'union sacrée, on continue d'en parler, c'est le sujet qui domine l'actualité, on le sait, c'est Bahati Lukwebo qui a été nommé informateur par le président. Il travaille d'arrache-pied pour que cette union sacrée soit une réalité. On l'a vu multiplier les consultations ces derniers jours, mais ces coalitions, si on convoque l'histoire, on sait souvent comment ça se termine. Est-ce que celle-ci pourrait faire l'exception? Alors, on ne va pas anticiper, il va falloir donner toute sa chance à cette coalition. Vous venez de le rappeler, l'informateur Modeste Bahati a déjà identifié cette majorité. Elle doit se traduire de manière concrète par le nombre qui sera effectivement mis à son actif et par la mise en place du bureau définitif. Ça permettra par la suite, lorsque le Premier ministre sera désigné à la suite de la mission d'information, eh bien, de préparer les conditions du discours de politique générale. Je rappelle que nous sommes pour l'instant en session extraordinaire du Parlement. La rentrée parlementaire est prévue pour le 15 mars. Ça laisse de la marge, mais l'objectif évidemment du chef de l'État, c'est d'avoir le plus rapidement possible une vue à la fois claire et globale de la situation, de manière à ce que la RDC soit dotée d'un gouvernement de plein exercice. Et cette union sacrée, est-ce que les Congolais y croient? Écoutez, il y a eu dans le passé des initiatives similaires qui n'ont pas toujours donné les résultats escomptés. Cela est dû essentiellement à la difficulté des opérateurs politiques congolais de pouvoir se dépasser ou à tout le moins de privilégier l'intérêt général. Aujourd'hui, l'heure est très grave. Il va falloir précisément se dépasser et tenir compte de la réalité. On sort d'une cohabitation d'une certaine manière assez compliquée, où vous aviez un partenaire omniprésent, omnipotent, le FCC, et vous aviez Cash qui, avec le nombre relativement faible de ses ministres et de ses députés, n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Aujourd'hui, les compteurs sont remis à zéro dans le cadre de cette dynamique nouvelle. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, bien malin serait celui qui pourrait prédire ce qu'il adviendra de cette union sacrée.
Avant d'évoquer le bilan des 2 années de gouvernance du président Tshisekedi, parlons de la nomination hier du nouveau directeur de cabinet du président. C'est Gulen Yembo qui remplace Vital Kamerhe, arrêté dans le cadre de l'affaire des travaux des 100 jours. Félix Tshisekedi est-il en train de tourner définitivement la page Kamerhe? Bon, je ne pense pas que cela soit lié nécessairement à la personnalité de Vital Kamerhe. Je dirais tout simplement qu'il fallait nommer un directeur de cabinet au moment où le président en avait le plus besoin. C'est une première chose. La deuxième chose, le prédécesseur était intérimaire, donc il fallait bien à ce niveau-là pouvoir identifier très clairement celui qui aujourd'hui devra effectivement conduire un cabinet qui, je le rappelle, est en restructuration, et nous verrons évidemment dans les prochains jours comment cela se passera. D'ailleurs, la réaction de l'UNC a été plutôt, je dirais, responsable, puisque le porte-parole a estimé qu'il prenait acte de cette décision et que cette décision appartient au chef de l'État et à lui seul. Et cela fait 2 ans que Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur son bilan ? On va dire qu'il y a 3 axes sur lesquels nous pouvons analyser son bilan. Le premier, évidemment, c'est au niveau de la symbolique, puisque c'est la première fois qu'une passation de pouvoir pacifique s'est faite entre le sortant et l'entrant, première chose. Deuxième chose, évidemment, ce sont les premières décisions qui ont été prises dans le cadre notamment des 100 jours avec des projets d'infrastructure qui petit à petit voit le jour et donc semble déjà donner un aperçu de ce que pourrait être ce premier quinquennat. S'il y en a un second, nous verrons, mais ce premier quinquennat. Et puis, au niveau international, on peut reconnaître à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le mérite d'avoir remis la RDC à l'agenda international. Je rappelle que dans les prochaines semaines, ou plutôt dans une grosse semaine, eh bien, le président de la République démocratique du Congo va assumer la présidence en exercice de l'Union africaine. Mais toujours dans le pays, les chantiers qui attendent le président sont énormes. Si on prend par exemple l'exemple sur le plan de la sécurité, notamment dans l'est du pays. Oui, évidemment, c'est une situation qui nécessitera que l'on s'y penche de manière sérieuse. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le territoire de Béni Boutembo, par exemple, la situation va de mal en pis. Nous savons par ailleurs qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de l'armée nationale, des FRDC, avec notamment le concours de la MONUSCO pour pouvoir éradiquer de façon durable ces groupes armés, mais il y a aussi la nécessité localement justement de créer précisément les conditions d'un dialogue entre celles et ceux qui peuvent à un moment donné avoir des vues divergentes sur la manière de gérer ces parties du territoire national. Cela signifie mettre le gouvernement face à ses responsabilités, lui permettre de rétablir son autorité ou de la restaurer, mais surtout d'identifier les causes profondes de cette situation afin de pouvoir trouver une solution durable. Justement, pouvez-vous revenir sur les causes de ces violences, notamment dans l'est du pays ? Alors, nous savons que depuis plusieurs années, des groupes armés qui sont en opposition avec certains régimes de pays voisins, on pense notamment aux ADF vis-à-vis de l'Ouganda et quelques éléments résiduels qui sont en lutte contre le pouvoir au Rwanda ou au Burundi, bien, ont tendance à se replier sur le territoire congolais. Dans le cas des ADF, il a été démontré effectivement que depuis plusieurs années, déjà, ils écumaient le nord-est de la RDC, semant la mort et la désolation, et profitant évidemment, je dirais, de la faiblesse de l'État dans certaines zones pour s'adonner à l'exploitation illégale des ressources. Alors, évidemment, face à une telle situation, le gouvernement est obligé de s'organiser et de donner les moyens à l'armée de pouvoir rétablir la paix et la sécurité. C'est un travail de longue haleine qui prend beaucoup de temps et qui nécessite bien évidemment une implication non seulement des Congolais, mais aussi de la communauté internationale pour précisément trouver une issue à ce problème.
Autre défi à relever, c'est celui de la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, ça fait également l'actualité. Récemment, j'ai échangé avec un Congolais qui me disait que des parents sont parfois obligés de prendre eux-mêmes en charge les enseignants. Là, on est en train de violer un droit fondamental, celui de l'accès à l'éducation. Alors, le principe de la gratuité n'a jamais été remis en cause. C'est un long processus. Vous savez que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ont eu en leur temps à pouvoir accompagner le gouvernement dans cette initiative. C'est vrai que les choses prennent du temps, ce qui d'ailleurs incite parfois les parents à anticiper par rapport à certaines insuffisances qui pourraient être observées, mais cela ne remet en rien du tout, je dirais, le principe même de cette gratuité qui a été favorablement, je dirais, accueillie. Il faut simplement que les modalités d'application et de mise en œuvre soient davantage précisées, respectées par toutes les parties prenantes, le corps enseignant, les parents, les pouvoirs publics, de manière à ce que tout cela puisse se faire dans la transparence. Alors on va en profiter pour parler de la situation épidémiologique, notamment en République démocratique du Congo. Comment cette crise a-t-elle été gérée par le pouvoir ? Écoutez, elle a été gérée de manière tout à fait responsable, ce qui d'ailleurs se traduit par les chiffres que nous avons. On a un peu plus de 22-23 000 cas, 14 000 guérisons, à peine 650 décès. Ce sont les tout derniers chiffres. La pression n'est pas du tout relâchée, bien au contraire. Il y a une équipe de riposte sous la direction du professeur Muyembe. Il y a une task force également qui prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que la RDC soit épargnée de cette fameuse deuxième vague dont on nous parle. Mais la situation épidémiologique n'est pas aussi dramatique qu'on pourrait le penser. Et je pense que de ce point de vue-là, nous pouvons féliciter, je pense, la cohérence et le sens des responsabilités du gouvernement dans la gestion de cette crise. Henri Désiré Enouzi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. À très Je bientôt. rappelle que vous êtes analyste politique et producteur associé du JT Diplomatique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Voilà, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.